BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et on répond donc à toutes vos questions avec la complicité ce matin de Gilles Petit qui est resté avec nous. On est parti, Gilles? Bah ça y est, on y est. Pour une fois, il se passe rien d'exceptionnel. Ouais. Hein, on n'a pas le discours de François Hollande, on n'a pas le patron. Il est intervenu, mais c'était sur des sujets qui ne sont pas au cœur des préoccupations des auditeurs de BFM. Pas le patron de PSA non plus, donc voilà, je pense qu'on peut y aller. Juste peut-être... Gilles, vous êtes notre événement important. Ça c'est gentil, mais l'événement important chez BFM ce matin, c'est quand même l'anniversaire de Laure Closier, qui vous aide à faire cette émission. Donc j'en profite, comme ça c'est fait. Bon anniversaire Laure, et merci de supporter les invités qui sont parfois en retard. Voilà. On lui souhaite un bon anniversaire, 29 ans. Et l'an prochain, Laure, vous serez moins joyeuse, 30 ans. Gauthier est à Antibes, lui. Et il ne travaille pas pour le moment, mais il vous pose une question quand même. Il veut savoir s'il a le droit d'ouvrir un PERP. Ah, un plan d'épargne retraite populaire. Effectivement, c'est souvent un produit qui est destiné plutôt aux personnes qui sont en activité. Mais Gauthier, non, vous avez tout à fait le droit d'ouvrir un PERP et de bénéficier en fait de ce qu'on appelle la déductibilité des cotisations sur ce PERP-là. Là, cette déductibilité est différente puisque vous n'êtes pas en activité. Elle est déterminée en fonction du plafond de la sécurité sociale. Donc c'est 3 086 € par mois, donc 37 032 € par mois au maximum. Ça, c'est le plafond. Et donc, vous pouvez souscrire votre PERP. Et ensuite, effectivement, une fois que vous serez à la retraite, vous pourrez percevoir effectivement des rentes, voire même jusqu'à 20% du capital placé sur ce PERP. Donc on place, on récupère après une rente pour la et peut-être du capital. Un peu de capital, jusqu'à 20% du capital qui aurait été placé. Donc effectivement, le PERP destiné au départ pour les personnes en activité peut aussi être souscrite par une personne qui ne travaille pas actuellement. Vous avez parlé de déduction Oui, c'est la déduction des cotisations sociales, effectivement. En fait, quand vous faites, si vous voulez, vous faites le versement, ça vous ouvre droit à une déduction, effectivement, sur les fameuses cotisations sociales. Et il y a des plafonds ? Le plafond, c'est celui que j'ai mentionné. Pour une personne qui n'est pas en activité, c'est le plafond de la sécurité sociale, 3 086 € par mois. Okay. Donc 37 000 € par an, voilà. Eh bien donc voilà pour cette réponse qui concernait le PERP. Une autre question d'Isabelle qui nous écrit de Lille. Isabelle souhaite investir dans l'immobilier. Son conseiller lui propose une SCPI de déficit foncier. Mais le mot déficit fait peur à Isabelle. Oui, c'est pas qu'à Isabelle d'ailleurs, au gouvernement français aussi, il faut le dire. Oui. Mais non, Isabelle, il ne s'agit pas du même déficit pour le coup. C'est pas le même déficit et en plus celui-ci peut rapporter gros, à la différence du déficit national. Non, il ne faut pas... du tout avoir peur du terme de déficit foncier. Le déficit foncier, c'est quelque chose qu'on peut utiliser effectivement pour profiter et bénéficier de défiscalisation, finalement. Donc, c'est quoi la SCPI déficit foncier? Vous investissez dans une société civile de placement immobilier qui va investir elle-même dans tout un tas d'immeubles qu'elle va sélectionner de façon à pouvoir réaliser des travaux. Donc en général, c'est environ 50% du parc ou 50% du montant réalisé en travaux. Ces travaux-là ouvrant droit effectivement à une déduction fiscale. Donc effectivement, on vous propose de prendre une part dans cette SCPI et de bénéficier à hauteur de votre engagement dans cette SCPI d'une déduction fiscale. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que cette déduction fiscale qu'on peut faire aujourd'hui, on pourra encore la faire dans quelques années? Alors, justement, parce que c'est, en l'occurrence, ce qu'on appelle le déficit foncier, là, c'est ce qu'on appelle un usage de droit commun, donc qui ne relève pas, effectivement, des lois qu'on peut connaître et qui permettent, qui autorisent la création de produits de défiscalisation. Donc, on n'est pas soumis à ce risque-là. Donc, a priori, il n'y a aucun risque que ce déficit foncier-là, au travers de la SCPI, disparaisse un jour. Donc, effectivement, contrairement aux produits des fiscs habituels qu'on connaît, comme le Girardin ou des choses comme ça, qui sont soumis, effectivement, et qui peuvent être changés, les plafonds peuvent être modifiés par la loi de finances. Là, c'est pas le cas. Donc, effectivement, vous pouvez investir les yeux ouverts. Il faut peut-être savoir 2-3 petites choses pour investir dans ces produits-là. C'est qu'il faut bien calculer le montant qu'on veut investir en fonction de la déduction qu'on peut adopter, donc dont on veut bénéficier.
Généralement, c'est des produits qui sont plutôt destinés à des gens qui perçoivent des revenus fonciers, des loyers. Hein. Vous louez par exemple un bien, un studio, voire plus à un particulier. Et donc vous avez des revenus que vous souhaitez défiscaliser, donc ça peut vous servir. Mais ça peut aussi servir à des personnes qui n'ont pas de revenus fonciers. Et dans ce cas-là, vous avez une déduction fiscale qui peut aller jusqu'à 10 700 €. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut rester donc dans la SCPI jusqu'à l'échéance, hein, parce que sinon vous allez vous faire rattraper par le fisc. Donc l'échéance en gros c'est 15 ans et que donc de fait vous ne pourrez pas revendre cette part-là puisque la déduction est ouverte au moment où vous souscrivez dedans. Donc vous ne pourrez jamais replacer une part sur un marché secondaire. C'est les choses qu'il faut savoir si on va investir dans ce type de produit. Vive le déficit foncier. Foncier uniquement, oui. Question de Marcel au féminin qui est à Albi. Elle va bientôt avoir 70 ans et elle se demandait si avec tous les changements de fiscalité, il lui serait possible de toucher une rente exonérée d'impôts en utilisant son PEP assurance. Ah, le fameux PEP. Alors le PEP, plan d'épargne populaire, c'est en fait le produit qui a été remplacé, qui a disparu, c'était en septembre 2003, qui a été remplacé par le PERP dont on vient de parler, mais il existe toujours des PEP assurances. En l'occurrence, ce sont des PEP assurance vie multi-support, hein, qui investissaient un petit peu sur les marchés actions. Donc effectivement, il est possible de sortir en rente viagère. La sortie en rente vous permet effectivement de bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu, mais il faudra quand même vous acquitter de prestations sociales. Absolument, les fameuses prestations sociales. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces prestations sociales représentent simplement une fraction de la rente que vous allez percevoir et que cette fraction diminue en fonction de votre âge. Donc Marcel, si justement vous disiez que vous alliez avoir 70 ans, ça tombe bien, attendez d'avoir 70 ans, hein, révolu, parce qu'à partir de 70 ans, c'est simplement 30% de la rente viagère qui sera soumise à cotisation. Avant, entre 60 et 69 ans, c'est 40%. Donc Marcel, oui, vous pouvez sortir, il y aura des cotisations, mais ça sera limité à 30% de la rente. Voilà donc Marcel, attention aux cotisations sociales et attendez d'avoir soufflé vos 70 bougies. Gilles, vous restez avec nous ? Toujours. Toujours, vous restez avec nous. Dans un instant, on va continuer de répondre à nos téléspectateurs. On poursuit notre séance de réponses à vos questions avec cette interrogation de Jean-Paul à Avignon qui visiblement arbitre dans ses produits financiers. Il avait un compte titre, il veut le clore pour tout mettre sur son PEA. Et là, son banquier lui dit que ça va lui coûter assez cher et il pensait, peut-être naïvement, qu'il y avait un bonus à l'ancienneté dans sa banque et que l'ancienneté de détention de ses titres serait prise en compte. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas, nous demande-t-il ? Alors, oui, effectivement, le réflexe est bon, hein, passer du compte titre au PEA, puisque le PEA, avec l'assurance vie, reste la dernière enveloppe fiscale intéressante. Si c'est Jean-Paul, si Jean-Paul, effectivement, pensait qu'il pourrait avoir une déduction, une exonération, c'est simplement qu'effectivement, il y a eu un débat. Il y a un député qui a présenté un projet qui visait justement à ce que les personnes qui détenaient depuis très longtemps des titres sur leur compte titre ne soient pas soumis aux plus-values immobilières si elles transféraient ces titres-là. Mobilière. Oui. Oui, vous avez dit immobilière. Non, mobilière, pardon. Non, je pensais... Non, les plus-values mobilières, tout à fait, ne soient pas soumises à ce système de plus-value si elles passaient ces titres-là sur le PEA. En fait, je pense que la question de Jean-Paul est double. C'est effectivement, ça touche les personnes qui détiennent des titres depuis longtemps, mais qui détiennent des titres depuis longtemps parce que elles touchent ce qu'on appelle un dividende majoré, c'est-à-dire des actionnaires qui sont fidèles de très longue date, et il y en a beaucoup en France, hein, qui détiennent des titres depuis 10, 15 ans, voire plus, et qui touchent de ce fait un dividende majoré. Et là, le problème, c'est qu'effectivement, la loi ne le permet pas, et le fameux député qui a soumis ce projet-là n'a pas eu gain de cause. Et effectivement, si vous voulez transférer vos titres vers un PEA, il va falloir faire un vendu, acheter, c'est-à-dire vendre vos titres du compte titre et les racheter immédiatement sur votre PEA, ce qui va déclencher... Donc, rien à voir avec l'ancienneté à la banque, c'est vraiment l'ancienneté en détention des titres. Dans la détention des titres, mais là, l'ancienneté ne jouera pas, donc vous serez obligé de vendre, de racheter immédiatement derrière et de payer effectivement la plus-value. Alors
La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que ce qui permet de faire passer la pilule, c'est qu'une fois que vous serez sur votre PEA, vous aurez une exonération sur vos dividendes, ce qui sera très bien. Donc vous avez tout intérêt, en fonction de la date de détachement des coupons, à vendre au plus vite ou au plus tard, en fonction, ça dépend de ces dates-là, vos titres, de façon à vous mettre dans le PEA, et d'être dans cette petite enveloppe un peu protégée et de refaire courir cette ancienneté. Mais effectivement, l'ancienneté ne joue pas. On va payer l'impôt sur les plus-values de valeur mobilière, plus perdre la majoration du dividende. Absolument, ouais. Faut faire son petit calcul, quoi, en fait. Il faut faire son calcul. C'est effectivement pas une décision qui va dans le sens de financement de l'économie. On déplorait déjà le fait que nos hommes politiques n'aient pas promotion de l'actionnariat, PEA, voire promotion de l'actionnariat aussi, mais financement de l'économie tout simplement. C'est-à-dire que si même les particuliers fidèles, depuis très longtemps, sont obligés de s'acquitter de cette plus-value mobilière, c'est regrettable, mais bon, c'est comme ça, c'est la loi. Eh bien voilà, pour votre question et votre réponse. Jean-Paul. Une question de Pierre, à présent sur notre site, toujours bfmbusiness.com. Pierre vient d'hériter de son père. Il doit s'acquitter de droits de succession conséquents. L'État peut-il lui accorder un délai de paiement ? Eh bien oui. La réponse est oui, l'État n'est pas si méchant que ça. En fait, il peut accorder un délai de paiement à partir du moment où vous avez des actifs à mettre en face. C'est la fameuse formule du nantissement. Ça marche aussi avec l'État. L'État va pouvoir vous accorder finalement ce qui ressemble à un crédit, tout simplement, qui pourra aller de 2 à 5 ans, voire même 10 ans, si dans l'héritage que vous faites, vous avez la moitié de cet héritage qui est réalisé dans des biens qui ne sont pas liquides. Par exemple, vous héritez d'un immeuble, une chose qui est plutôt difficile à vendre. Et là, vous pourrez avoir un délai de paiement d'une dizaine d'années. Avec un taux d'intérêt, on imagine. Voilà, il y a un taux d'intérêt, mais alors la bonne nouvelle, c'est que, et vous en parliez tout à l'heure, c'est que détente sur les marchés obligataires, le taux d'intérêt est quand même très très faible. Normalement, il ne peut pas dépasser 0,10%. Déjà, il n'est pas élevé au départ, mais en plus, avec les taux actuels, là, on attendait dernièrement une réponse de Bercy sur le sujet, mais avec les taux d'intérêt actuels, on pourrait être proche des 0%. Donc ça peut être vraiment très intéressant, effectivement, de faire un peu de nantissement. Et si pendant le délai où on a obtenu cet allongement ou cet étalement des paiements, on récupère un peu de monnaie, si par exemple l'immeuble dont vous parliez, on le vend, ça remet en cause tout l'accord qu'on vient de... écoutez, après c'est en fonction de vous, c'est-à-dire c'est un accord que vous signez avec l'État, finalement, donc c'est en fonction du délai de remboursement que vous déterminez avec l'État. On peut faire un remboursement anticipé comme auprès d'une banque ? Alors, on peut le faire, mais généralement, les gens ne le font pas. En pratique, on détermine un délai de paiement et ils payent... L'intérêt, c'est effectivement de faire travailler l'argent qu'on dégage, puisqu'on peut faire une plus-value immobilière, par exemple, de pouvoir faire travailler cet argent-là, plutôt que de rembourser directement l'État. De toute façon, généralement, les gens ne sont pas très pressés de rembourser l'État. On le paye malgré tout, mais ce n'est pas le premier geste qu'on a, en général. Donc, on peut rembourser par anticipation. Mieux vaut faire travailler cet argent. Ça permet de rapporter un peu d'argent, un peu de sous. Allez, une petite dernière question de Marie de Saint-Jean-de-Luz qui lorgne vers le Japon, qui voit l'indice japonais gagner plus de 25% et qui se demande pourquoi est-ce que tout le monde lui dit de ne pas y remettre les pieds, et elle voudrait savoir si justement ce serait pas le moment. Est-ce que c'est trop tard ? La fameuse question, effectivement, c'est 33%, je crois, depuis le début de l'année à aujourd'hui. Oui, 33% sur le marché japonais, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Chaque année, on nous fait le coup. Je pense que les commentateurs sur ce plateau ont dû vous le dire. Chaque année, on nous parle du rebond du Japon et ça vient jamais. Là, le rebond se poursuit, au-delà de la fin de l'année fiscale qui était fin mars, début avril. Il y a du support pour l'instant, visiblement. Donc, on a encore gagné 2,5% ce matin. Oui, je pense qu'effectivement, dans la nuit, je pense qu'effectivement, ça peut être un bon pari. Non. Le faire on n'oublie pas de se tranquillement. couvrir sur le change. Pas forcément, non, pas forcément, parce que c'est juste jouer la tendance. Donc un bon pari, mais pas au travers d'une SICAV aujourd'hui, un tracker. Voilà pour aller jouer le Japon. Merci beaucoup Gilles Petit, toutes les 2 semaines avec nous pour répondre à vos questions, notamment Gilles Petit de Gestion de Fortune. À bientôt. À bientôt. À bientôt Gilles.